formatrice et elle dirige, directrice pédagogique des formations Humanitude, vie sociale, vers des projets d'accompagnement personnalisés que l'on appelle des PAP, boostés, pluri et interdisciplinaires, avec une dynamique sociale qui renforce, c'est embêtant ces phrases, l'ambiance des lieux et propose des pistes d'activités personnalisées à tous les moments de la journée et de la nuit, chacun pour, etc. Mais Christelle, on veut t'écouter, tu nous poses aujourd'hui la question, pour vous, quelle pourrait être la devise des athlètes du prendre soin? Alors merci bien, 25 minutes ma Christelle, ouais. Et c'est parti. Ben, on va commencer par une petite vidéo, dans la continuité. Moi, il y a une distance qui m'inquiète particulièrement, c'est les gens qui s'entraînent à courir le 100 mètres. Il y a même un record sur ça, c'est 9 secondes 58. J'ai jamais couru de toute ma vie et je fais 16 secondes. Ça veut dire qu'il y a des gens sur Terre qui s'entraînent à courir tous les jours pour arriver au même endroit que moi, avec 7 secondes d'avance. J'ai pas vraiment compris l'intérêt de... Parce qu'en vrai, 7 secondes, t'es pas vraiment en retard quelque part. Hein. T'as jamais loupé un rendez-vous de 7 secondes. T'as jamais entendu lundi matin au bureau, Thierry, t'exagères aujourd'hui, t'as 7 secondes de retard. Je l'ai vu sur ma montre qui va à 2000 mètres. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me reconnais assez bien dans ce sketch de Paul Mirabel. Pourquoi s'infliger autant de douleurs physiques et psychologiques pour 7 secondes? Ouais, mais pourtant, il existe des hommes et des femmes qui ont dépassé tous les préjugés, déjoué tous les pronostics pour atteindre juste des performances fabuleuses sous une même bannière et avec une même devise. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Alors je me suis posé la question, mais quelle pourrait être la devise des professionnels du prendre soin dans les établissements sociaux et médico-sociaux en cette fin 2024. Et pour vous rien vous cacher, les premiers mots qui sont venus à mon esprit, c'est... Ouais, c'est un fait quoi. Et c'est un fait qui met sacrément en colère. Comment ne pas être en colère quand on voit autant d'établissements en difficulté financière ou en ressources humaines? Comment ne pas être en colère quand on voit ces tensions se reporter sur la santé des professionnels et ce, quelle que soit leur place dans l'organigramme? D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes 2022 place en haut du podium les établissements sociaux et médico-sociaux en termes d'arrêt de travail. On a l'impression même que le changement climatique, il s'est véritablement emparé aussi des établissements. Dans ce cadre-là, on se dit, c'est comme pour le changement climatique. C'est aujourd'hui qu'on change demain, attention parce que demain c'est déjà hier. Donc j'ai continué à chercher. Donc là, il y en a qui pourraient se poser la question, elle fait quoi comme boulot? Je cherche. Je cherche des devises. Ah ouais, Alors j'ai pas mis 10 ans, parce que très rapidement, les mots qui sont arrivés dans la continuité, c'est plus de temps, plus de moyens, plus de valorisation. Et là, pour rien vous cacher non plus, là, je me suis retrouvée au milieu d'une manif, en train de revendiquer. Ouais, bon, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait combien d'années? Ouais, sauf que ça fait plusieurs années, on ne voit pas toujours des changements, quoi. On a l'impression, oh, vous nous voyez, on est là, quoi, écoutez-nous. Ouais, et je crois que la moindre des chances, même si on sait qu'on ne peut pas construire une vision d'avenir sur un constat d'échec, c'est que quand même, on va partir de la parole des professionnels, de votre parole, parce que ce serait très malvenu de ne pas avoir une écoute active de vous, les professionnels du terrain. Quand on parle de plus de temps, qu'est-ce qu'on entend régulièrement? On est sans cesse en train de courir, on n'a pas le temps. On se sent frustré de ne pas pouvoir être plus disponible à l'accompagnement des habitants. Combien sont d'accord avec ça? Levez le doigt. Je l'ai dit aussi. Combien de fois je l'ai dit? Donc, là, on voit bien qu'on est dans une revendication,
Mais comment on pourrait transformer cette revendication, comment on pourrait transformer cette plainte en état souhaité? Que pourrions-nous espérer pour vous, les professionnels? C'est que chaque professionnel puisse quitter son travail avec la satisfaction d'avoir accompli un accompagnement de qualité. Vous êtes d'accord avec ça? Plus de moyens. On subit le turnover, des appels du cadre pour revenir travailler sur nos repos, des professionnels intérimaires qu'il faut guider au pied levé, alors même que certains ne reviendront pas le lendemain. Je me sens tellement épuisée que je ne parviens plus à réaliser mon travail dans les règles de l'art. Vous êtes d'accord avec ça? Comment on pourrait transformer à nouveau cette plainte? Quel pourrait être l'état souhaité? Ce serait que les établissements sociaux et médico-sociaux disposent d'une équipe soudée pour travailler ensemble, sereinement, au quotidien. Plus de valorisation. Nos métiers sont si mal reconnus. Pourtant, on s'est mobilisé pendant le Covid. On a été salués, on a été applaudis. Et puis oubliés. Alors même que nos difficultés restent inchangées, voire pire, elles se sont aggravées. L'état souhaité serait donc que chaque professionnel puisse être reconnu dans son professionnalisme, par tous. Oui, parce que quand même, il est bon de rappeler quand même que les établissements sociaux et médico-sociaux sont de l'intérêt public. Si on combine tous ces états souhaités, on pourrait donc arriver à cette devise que je vous propose, s'accomplir ensemble pour un demain qui appartient à tous. Qui est d'accord avec ça? Ouais? Ok. Donc vous me suivez à l'aveugle? Parce que je ne vous ai pas expliqué quel pourrait être ce demain. Après tout. Alors moi je vous en propose un. Alors pour certains, hein, il y a 34 établissements pour qui ce demain c'est déjà aujourd'hui. Moi ce demain collectif, je le rêverais comme d'être respecté dans notre singularité et notre intimité, de vivre dans des lieux qui me donnent l'envie de vivre et de participer grâce aux envies des autres, de vivre et de mourir debout, dignement, de ne subir aucun soin de force, ni aucun abandon, de s'inclure dans le monde extérieur et que ce dernier devienne un lien de proximité. C'est ainsi que nous vivrons notre liberté, notre citoyenneté et notre autonomie jusqu'au bout de notre chemin. C'est ainsi que se définissent les valeurs et les 5 principes de l'humanitude. Alors, comme disait mon ami Jacques Brel, qui était le mien, mais moi j'ai jamais été la sienne, telle est ma quête, suivre l'étoile. Oui, c'est à la fois une quête, c'est à la fois un chemin. Un chemin qui nécessite un engagement collectif pour déclencher les réussites. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder 5 leviers, mais par le prisme du sport. Le premier, c'est un esprit d'équipe. Les victoires sont toujours le résultat d'une équipe. Alors je suis désolée, je vais vous parler pas mal de judo. Je suis une fan de judo. Et j'espère que il y a une délégation japonaise? Non. Ah, parce que j'allais leur rappeler des mauvais souvenirs. Ah. Alors, petit souvenir des Jeux Olympiques 2024, finale judo par équipe. L'équipe de France est menée 3-0 contre l'équipe du Japon. Si le 4e judoka perd, ça n'est fini de la médaille d'or. Porté par l'enjeu et porté par son équipe, Joan Benjamin Gaba gagne son combat contre l'emblématique judoka Ifumi Abe, déjouant ainsi tous les pronostics. L'esprit d'équipe favorise donc l'enthousiasme et l'engagement individuel, parce qu'après lui, tous les autres ont gagné, et on a gagné la médaille d'or. C'est un enjeu de nos formations Humanitude Vie Sociale. Fédérer l'équipe dans la conception de projets qui vont permettre à chaque professionnel de s'engager dans une dynamique valorisante, tout en responsabilisant et en donnant envie aux habitants de s'impliquer physiquement, intellectuellement et ou émotionnellement dans l'évolution de cette dynamique pour atteindre un demain qui appartient à tous. La performance.
La performance sous-entend de rechercher en permanence l'équilibre dans une démarche d'évolution. Alors moi, spontanément, j'ai pensé et j'ai fait le lien avec les projets d'accompagnement personnalisés en pluridisciplinarité. Alors, avant de les mettre en œuvre, il va falloir les concevoir. Alors tout d'abord, on va aller rechercher le projet personnel de l'habitant. Alors on va aller le rechercher et on va l'accueillir, ce projet, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit implicite ou explicite. Ce projet personnel est notre finalité. Nous ne nous engageons pas à ce que l'habitant atteigne ce projet, mais nous nous engageons, nous, en tant que professionnels, à l'accompagner vers. Quand nous avons déterminé notre point d'arrivée, traduit en objectif de prestation, il va falloir qu'on détermine un point de départ par l'évaluation des capacités et des compétences de l'habitant. Et ce, pour chaque prestation. Quand on a un point de départ et un point d'arrivée, on a déterminé un projet entre la réalité et le rêve. Il incombe alors aux professionnels de construire le projet en posant des paliers, des objectifs intermédiaires qui vont encourager le mouvement et la faisabilité. On peut enfin déterminer des plans d'action. Oula, je vais un peu trop vite. Des plans d'action, des micro-projets SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Oui, pour arriver à la réussite, il faut que ces petites marches soient atteignables. Je rebondis sur ce que disait Eric hier. Réussite et compétence. Réussite et compétence. Donc, bien sûr que ces micro-projets doivent être SMART, permettant à l'habitant et aux professionnels d'avancer plus sereinement et avec sens au quotidien. Mais quelles pourraient être les conséquences d'un accompagnement qui ne serait pas personnalisé, conforme aux désirs et aux capacités des habitants? Si l'on ne fixait aucune marche, aucun palier, les projets ne seraient pas atteignables. Ou si les projets n'étaient pas smart, les professionnels et les habitants souffriraient d'un sentiment d'échec, d'une dépréciation de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent. Or, la réussite nécessite un équilibre identitaire. Et quand on parle d'équilibre identitaire, on parle d'un équilibre entre estime de soi, confiance en soi et image de soi. Cet équilibre me permet d'être au plus près de moi. Il me permet aussi de connaître ou de reconnaître les limites et les capacités de mon corps. Il me permet aussi de m'affirmer aux yeux des autres, tel que je suis. Même le plus grand des champions, tel que Teddy Riner, a besoin d'un tel soutien pour l'accompagner dans son coaching de son mental. C'est un enjeu pour l'accompagnant et l'accompagné. Lors des derniers Jeux paralympiques, vous connaissez Aurélie Aubert, qui est médaillée paralympique de la boccia. Ça fait des années qu'elle est accompagnée par son assistante de vie et coach Claudine Liop, qui plus est après les Jeux paralympiques. Parce qu'on a besoin d'un soutien mental quand on passe de l'anonymat à la notoriété. Mais pour tout ça, on a besoin, les professionnels ont besoin aussi de faire un petit peu le tri et de comprendre tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui est autour de l'identité. Les projets, les pulsions, la réalité, l'acceptation, choisir, renoncer, désir et frustration. Le regard positif, le pouvoir du regard sur la dynamique des habitants. Tout ça est un enjeu aussi de nos formations. La gestion des émotions. Les émotions vécues ensemble permettent de nous transcender. Au regard, comme ce que vous avez vécu, telle manière que vous avez applaudi, vous êtes levé, vous avez dansé, bien sûr que ça nous transcende, bien sûr qu'on en a besoin. Au regard de toutes ces émotions qu'on a vécues pendant cette période olympique, et que ce soit dans les stades, que ce soit dans les salles, que ce soit dans les cafés, même sur notre canapé. Les émotions ne sont pas à refouler, mais à guider pour renforcer l'enthousiasme et le mouvement.
C'est l'enseignement de l'humanitude. C'est mettre en œuvre une philosophie de lien par la professionnalisation bien des piliers, le regard, la parole, le toucher, la verticalité. C'est ainsi que nous pourrons vivre pleinement la tendresse. On en a tellement besoin. Le respect des règles, c'est la base de la vie en collectivité. Base, vie, collectivité. N'y aurait-il pas une petite démarche derrière tout ça? Quand on parle du sport, et je vais prendre encore une fois le judo, sa base serait ses règles, mais surtout ses valeurs, son code moral, contrôle de soi, honneur, amitié, respect, modestie, sincérité, politesse, courage. Alors je finis par le courage parce que c'est mon préféré. Dans le judo, le courage se définit comme faire ce qui est juste. Alors si je fais le parallèle avec les établissements sociaux et médico-sociaux, faire ce qui est juste, ça serait un petit peu la volonté éthique de l'établissement. Alors comment on pourrait définir l'éthique en 2 mots? Quoi? Jusqu'où? Donc cette volonté éthique, c'est qui je suis et vers où je vais, quelles sont les limites, et tout ça, c'est une réflexion portée par la direction. Bien sûr que cette volonté éthique, eh bien, il faut aussi l'étayer et la retrouver dans tous les documents réglementaires. Alors, on va retrouver dans les différents projets de service, où chaque service va décliner ses valeurs, mais plus précisément, quoi et jusqu'où, mais aussi on va le retrouver dans les règlements de fonctionnement, on va le retrouver dans les différents contrats initiaux, alors, quel que soit leur nom, contrat de séjour, contrat d'hébergement, contrat de prise en charge, contrat de prise en soins, contrat d'accompagnement, et aussi dans l'avenant ou dans le projet d'accompagnement personnalisé. Ces documents permettent de préciser notre professionnalisme dans un cadre éthique. Pareillement, chaque club de judo décline sa vision du code moral dans un cadre éthique. Par son fonctionnement, par son organisation, dans la préparation de ses séances. Les mots posés, ou devrais-je dire les règles du jeu, orientent les actions. Enfreindre les règles, excusez-moi, je me suis perdue. Enfreindre les règles, cette volonté éthique conduit à la sanction. C'est ce qui s'est passé lors des derniers Jeux Olympiques quand le Géorgien a une conduite inappropriée face à Teddy Riner. Son manque en particulier de contrôle de soi a conduit à sa disqualification et radiation de certaines compétitions futures. Respecter ces règles en établissements sociaux et médico-sociaux, c'est valoriser le professionnalisme. Comment être reconnu par tous si chacun fait ce qu'il veut, comme il veut? Valoriser parce qu'il est bien certain que cela va avoir des conséquences sur le ressenti de qui? Le ressenti des habitants, le ressenti des familles et le ressenti des professionnels. Et quand on parle de qualité de vie, on peut faire le lien avec la santé. Soit elle va s'améliorer, soit elle peut se dégrader. Par ailleurs, pour arriver à un équilibre en collectivité, de vie en collectivité, il va falloir un peu décloisonner, casser un petit peu les murs, pour éviter que ces documents prennent de la poussière dans des tiroirs. Comment un projet d'établissement, il peut vivre au quotidien? Donc, on va casser un petit peu les murs et on va travailler sur des axes bien précis, la communication, l'information, la consultation et la co-construction. Alors, ça serait quoi, plus précisément? C'est mettre du sens, alors par exemple, au conseil de vie sociale, au livret d'accueil,
je ne sais pas si ici, il y a l'EHPAD de Lanouaille. Ils sont où, Lanouaille? Ouais. Donc j'y suis allée il n'y a pas longtemps en formation PAP et ils ont eu une super idée sur ce livret d'accueil qu'on fournit aux personnes avant qu'elles n'arrivent dans l'établissement. Ben, comment ce livret d'accueil, on peut le rendre interactif? Comment on peut travailler sur les vidéos quand on sait que des personnes qui vont arriver dans nos établissements sont pas malheureusement chez elles, mais elles sont hospitalisées en SSR, en hôpital. Comment on peut aussi les aider à se projeter dans ce futur lieu de vie? Donc on peut travailler sur l'interactivité. Mais c'est donner du sens aussi aux ateliers référents humanitude, aux rencontres informelles avec les habitants, avec les aidants familiaux, au compagnonnage, en utilisant les réunions de transmission, d'harmonisation des PAP. Travailler sur les groupes actions, on peut travailler sur l'éthique au travers de nos actions, mais comment, d'un côté comme de l'autre, on va remonter, mais on va aussi redescendre. Parce que finalement, c'est une démarche, mais il faut que ça devienne un circuit. On remonte, mais on redescend. Bien sûr qu'on pense tout pour l'habitant, mais l'habitant peut tout penser pour nous aussi. On peut s'appuyer sur les supports multimédia, sur les acteurs extérieurs, pour atteindre l'implication et la participation de chacun, que ce soit professionnel, famille, habitant. Et j'en finirai, je crois que je suis allée un peu vite. Hein, un petit peu beaucoup, maman. Sur cet extrait, sur l'extrait du discours de clôture de Tony Estanguet, à la fin des Jeux paralympiques, qui a dit « À l'image des athlètes qui nous ont tant inspirés, à l'image de celles et ceux qui ont repoussé toutes les limites pour faire de ces Jeux un succès, continuons d'essayer, d'échouer et de se relever, continuons de faire, continuons d'y croire et surtout, continuons d'oser. » Continuons d'essayer, d'échouer et de se relever. Continuons de faire, continuons d'y croire et surtout, continuons d'oser. Et je finirai avec un dernier mot, c'est celui de Philippe Crone. Continuons de rêver, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne rêve plus.